Bonjour, ici Bougat de la communauté JDR Virtuelle et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment utiliser le framework pour MapTool pour le système de jeu Savage Worlds. C'est un framework que je viens d'écrire et de publier et normalement il devrait aider les MJ et les joueurs pour ce système à peu près jouer dans n'importe quel univers de leur choix dans Savage Worlds. Donc on va commencer d'abord par la base sur tout ce qui est destiné aux joueurs, c'est-à-dire comment manipuler leur fiche de personnage, comment l'ouvrir et aussi également utiliser les quelques boutons qui se situent dans le panneau campagne. Donc déjà, je vais sélectionner un pion. Ce pion doit avoir des permissions pour le joueur. Ici, on peut voir quand on met l'image sur le pion que, et c'est uniquement visible pour le MJ, que en fait, il montre d'abord le nom du pion et en dessous, entre parenthèses, le nom des joueurs qui sont propriétaires ou qui ont des permissions pour ce pion plutôt. Et donc, ça permet de savoir s'il a bien assigné des permissions à tel ou tel pion de joueur. Donc là, c'est le cas, par exemple. Ici, je suis connecté comme un MJ, donc j'ai un peu accès à tout. Mais là, par exemple, si un joueur s'appelait Franck client se connectait, il pourrait ouvrir le pion et faire un impersonate et ouvrir sa fiche. Donc, bouton droit dessus, impersonate. Une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez voir dans la petite image en bas à gauche que ce joueur, je vais parler à partir de maintenant, comme ce pion, hein, c'est ce que cela indique. Si je voulais désactiver ça, je n'aurais qu'à cliquer sur ce petit X rouge. En tout cas, maintenant que c'est fait, je peux soit cliquer dans le panneau campagne ici sur le bouton jaune fiche ou appuyer sur F2. Donc je clique sur fiche pour l'instant, hop, ça prend un petit peu de temps la première fois, et voilà. Donc là vous voyez que je l'ai ancré. Normalement, hein, quand la première fois que vous ouvrez cette fiche, elle va apparaître au milieu de votre écran comme ça. Hein, et si vous voulez l'ancrer, je vais vous montrer comment faire, c'est tout bête. Vous cliquez avec le bouton droit, et vous voyez que là le filigrane s'est présenté en montrant qu'il est ancré à droite de l'écran. Il laisse un petit espace à gauche du cadre pour montrer qu'il n'est pas ancré sur la gauche. Je relâche et hop, le voilà ainsi. Par contre, c'est pas exactement ce que je veux. Je veux qu'il prenne tout l'écran gauche pour être capable d'avoir de haut en bas. Donc je recommence. Hop, je l'attrape ici, je relâche. Maintenant il est désancré et je vais essayer d'une autre façon, on va voir, voilà. Vous voyez, maintenant je l'ai placé un peu plus vers la droite et là ça devrait prendre toute la largeur de l'écran. Parfait. Et je peux quand même redimensionner les coins qui ne sont pas ancrés hein, pour le rendre. Et la fiche est suffisamment fluide pour un peu déployer les termes. Il faudra que vous jouiez un petit peu plus pour voir ce qui vous plaît le plus du point de vue esthétique. Hein. Et à partir d'une certaine limite, il pourra plus tout montrer sur la fiche, mais là il le peut. Et quand il ne peut plus tout montrer sur la fiche, comme ici, vous voyez, il va montrer une barre de déroulement ici pour montrer que il faut dérouler pour faire ça. Donc je vais repartir ici et voilà. Nous voici ici. Donc voici la fiche. Hein, elle est je l'espère, suffisamment lisible pour tout le monde. On va commencer par une description à peu près de chaque élément de la fiche. Et tout d'abord, la barre du haut. La barre du haut, en fait, elle n'est pas très interactive pour les joueurs. Elle est surtout destinée aux MJ. Donc ici, le portrait du joueur. Du pion plutôt, et si vous mettez la souris dessus, comme pour beaucoup d'éléments de cette fiche, vous aurez une infobulle qui vous dit ce que ça fait. Donc si vous avez un doute sur quelque chose, essayez de garder la souris dessus sans cliquer, et en espérant que j'ai mis quelques notes pour vous expliquer comment faire. Des fois également il y a quelques petites justifications, quelques explications de règles sur tel ou tel point. Donc ici, si vous cliquez là-dessus, ça va centrer le pion sur la carte, en fait, hein, c'est comme ça, si vous avez perdu l'endroit où se trouve votre pion, vous pouvez cliquer ici, ça vous ramènera dessus, et également, ça rafraîchit la fiche si, par exemple, le MJ vous avez fait une mise à jour sur le nombre de blessures ou n'importe quoi, et vous ne le voyez pas encore sur votre fiche, cliquez là, et ça va forcer votre fiche à se rafraîchir avec les dernières données. Voilà. Donc ensuite ici le nom du personnage. Hein. Si vous voyez ici également par la souris, c'est un peu comme quand on clique sur le pion propriétaire, est indiqué ici. Donc les pions qui ont une permission se voient ici également. Ces deux boutons ici sont pour modifier, il y a des infobules pour chacune, sont pour modifier certains aspects du personnage. Seul le MJ a accès à ces deux points. Donc si vous cliquez dessus, les joueurs, rien ne se passera, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est surtout des choses de règles ou des choses qui sont un peu de la configuration de la fiche et qui sont un peu délicates ou alors qui ne sont pas changées de joueur pour éviter la triche par exemple. Ouais. Ici, ça indique le type de pion qui est en fait
pour ce pion. Dans Savage Worlds, il y a plusieurs types de pions. Il y a les extras et les jokers. On peut aussi en créer d'autres. Il y a certains univers de jeu qui ont des catégories intermédiaires entre l'extra et le pion joker, et le MJ peut en configurer. Donc là, ça indique ici le type de pion. Donc ce pion-là est un joker PJ, donc le pion d'un personnage typique. Et entre parenthèses, c'est marqué, juste entre parenthèses, c'est si le pion a bien été configuré comme un PJ ou un PNJ vis-à-vis de MapTool, un PC ou NPC. Enfin, à droite ici, l'indicatif indiquant si c'est un joker ou pas. Et donc, ce que ça va changer, si c'est un joker, c'est que quand il va faire un jet de trait, ça va ajouter le dé de joker à tout ça. Le MJ, lui, peut cliquer dessus sur n'importe quel moment, et vous voyez, quand il clique, ça devient grisé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le pion ne pourra plus, en fait, lancer le dé joker. Il peut recliquer dessus pour le redonner là. Et seul le MJ, peut faire ce changement. La raison pour laquelle c'est fait, c'est que des fois quand on fait un jet pour un extra, mais qu'il s'agit d'un groupe d'extras, plutôt que de faire un jet pour chaque extra, le MJ a le droit de faire un seul jet et de rajouter le dé joker. Comme ça fera une moyenne pour tout ce groupe et ça donnera une idée de la réussite moyenne du groupe. Et ce qui est sympa, c'est que donc il peut cliquer temporairement sur ce bouton. Ça va faire que le prochain jet qui sera fait par le MJ sera avec un dé joker. Et normalement, si le pion est un extra, ça va automatiquement le remettre ensuite à la version pour éviter qu'il n'oublie de faire ça. En tout cas, les joueurs, eux, ne peuvent pas interagir, mais ils peuvent voir ici en tout cas que leur pion a bien le droit de cliquer des droits de joker. Si c'est grisé alors que c'est un pion de joueur, il faut qu'il le signale à leur MJ pour qu'il switch le pion ou le pion vers le bon type de pion. Ça veut dire qu'il a probablement été pas bien configuré. Voilà. Ici maintenant dans le panneau de gauche, différents indicatifs, c'est essentiellement des logos. Ici, la carte d'initiative. Pour l'instant, le joueur n'est pas dans l'initiative. On verra ça plus tard comment le faire, mais en cliquant là-dessus, ça permet de tirer une carte d'initiative pour le rendre donné. Donc les joueurs ne faites pas ça en dehors des combats, à moins que le MJ vous le demande. Si vous cliquez sur le bouton initiative et que le pion est dans l'initiative, ça permet de permuter l'attente, le hold, pour MapTool, et donc c'est une règle aussi également dans Savage Worlds. Donc en cliquant là-dessus, ça permet de permuter ça, mais il faut être dans l'initiative pour que ça fasse quoi que ce soit. Ici, le nombre de jetons assignés aux joueurs. Par défaut, la plupart des jokers, au début de la partie, n'ont que 3 jetons. Et au fur et à mesure que vous les utiliserez, en cliquant d'ailleurs sur ce jeton, ça vous demandera ce que vous voulez faire avec votre jeton et diminuer ce nombre de jetons automatiquement. Le MJ peut donner des jetons aux personnages, que ce soit au début de la session pour rappeler un peu rafraîchir leur total, ou en leur donnant un pion ou deux en fonction de bonnes actions, bon roleplay ou ce genre de choses. Voilà, donc voici le nombre de jetons. En dessous, les différents modules, vous voyez il y a des infobules pour tout ça aussi, pour expliquer ce que ça fait. Et donc ici ça indique les malus associés aux blessures, ici les malus associés à la fatigue, et ici, c'est une enclume, si vous ne l'avez pas deviné, c'est les malus associés à l'encombrement. Ces malus sont purement indicatifs. Quand vous allez faire un jet, il ne va pas vous les décompter automatiquement. C'est fait exprès pour donner un peu plus de fluidité, de flexibilité aux joueurs, mais vous pouvez voir ici, si quand vos blessures ont été ajoutées au pion ou votre état de fatigue, vous pouvez voir ici le malus associé à chacun, et ça vous permet de faire le total rapidement et de le rajouter au moment où vous faites un jet. Donc, qui plus est, les bonus et les malus d'encombrement ne s'appliquent qu'à certaines actions, comme les compétences associées à la force et à l'agilité, ou les jets de force ou d'agilité. Donc, c'est pas fait automatiquement, ça sera à vous de le faire au moment de lancer un jet. En tout cas, ici, ça vous rappellera bien les malus. Ici, l'état secoué et l'état critique. L'état secoué peut être permuté par tout le monde, un MJ ou joueur, du moment que vous êtes propriétaire du pion. Et ici, vous pouvez cliquer là. Vous voyez que sur la carte, on voit également l'état secoué, et vous pouvez cliquer là-dessus assez facilement. Vous voyez, vous permutez, clic, et voilà. Là, je le remets comme ça. État critique, ça ne marche pas si on clique dessus. C'est fait exprès. C'est que l'état critique ne va s'activer uniquement que quand vous avez dépassé le seuil maximum de blessure ou de fatigue associé à votre type de pion. Par exemple, un joker peut par défaut prendre 3 blessures. Et la 4e blessure va le mettre en état critique. Alors qu'un extra, la première blessure va le mettre en état critique. Donc en fait, c'est fait automatiquement, c'est géré automatiquement pour pas que vous ayez à vous rappeler. Et le MJ peut également pour chaque pion changer ce seuil d'état critique pour la fatigue et l'encombrement, de façon à dire que tel pion par exemple, il lui faut 5 blessures avant d'être en état critique, au lieu de 4. Voilà, donc c'est normal, ça ne s'active pas, c'est tout à fait normal ici. Ensuite, passons à la partie centrale du pion.
Alors vous voyez que je vais d'abord décrire cette partie ici avant de décrire ces compteurs qui sont en haut. Tout d'abord, vous avez donc tout ce qui est un peu l'état civil du personnage. Okay, et ici, vous voyez que si vous mettez la souris sur chacun, rien ne se passe. Alors, c'est tout à fait normal. Par contre, si vous voulez modifier ces éléments, tout ce que vous avez cliqué, comme pour tout dans cette zone-là, vous cliquez sur le titre général ici, ça vous ouvre une petite interface et vous pouvez taper ce que vous voulez. Et sauf lorsque c'est indiqué pour le type d'élément, vous pouvez mettre des accents, il n'y a pas de problème, ça ne devrait pas causer de problème avec le framework. Et donc voilà. Si maintenant vous voulez créer un nouveau élément d'état civil qui n'est pas ici, vous cliquez sur Nouveau ici. Et hop, ça vous ouvre une interface. Alors là, vous pouvez voir ici, vous avez à remplir tout ça. Généralement, nom et nom affiché sont les deux seuls qui sont vraiment nécessaires pour pas éviter de casser quelque chose dans le framework. Les autres, généralement, n'ont pas vraiment besoin de grand-chose. Valeur, c'est en fait la valeur que vous allez voir ici pour cet élément. L'univers, c'est en fait pas super actif. Là, c'est pour Savage Worlds Deluxe, c'est les règles de base. Ça permet par exemple d'avoir un repère si vous passez d'un univers à l'autre. La formule ici, pour l'instant, n'est pas utilisée. Et les notes, c'est en fait des notes générales que vous pouvez mettre sur telle ou telle chose qui ne seront pas visibles dans la fiche automatiquement, mais si vous cliquez sur nouveau ou modifier d'un élément, vous pourrez en fait les voir. Et temporaire, c'est quelque chose qui existe dans tous les éléments de la fiche, les éléments généraux, attributs, compétences, langue et tout ça. Ça permet, si vous cliquez dessus, d'indiquer à la fiche que c'est un élément temporaire. Pour quelconque raison, ça peut être la valeur qui est temporaire, ça peut être l'objet en soi qui est temporaire. Et ce que ça va faire, c'est que dans la fiche, le nom de cet objet sera visible en rouge. Ça n'aura pas d'effet sur le fonctionnement de la fiche, c'est juste pour vous indiquer qu'il y a quelque chose de temporaire. Donc voilà. Donc là pour l'instant, je ne vais pas enregistrer cet élément-là, mais si vous voulez enregistrer le changement, cliquez pas sur le X, cliquez ici. Si vous voulez seulement annuler, vous cliquez sur le X. Maintenant, je veux modifier un de ceux-là. Je clique au lieu de modifier complètement l'élément nom par exemple, au lieu de changer simplement la valeur. Je clique, vous voyez c'est pareil, il y a une petite, c'est un hyperlien, il est lié à quelque chose vu qu'il y a la petite main qui apparaît. Je clique sur nom et vous voyez, voilà, je peux l'éditer. Voilà. Alors le champ nom, c'est le seul champ où il ne faut pas mettre d'accent. Le champ non affiché, en fait généralement on tape la même chose que non. En fait, mais là on peut y mettre des accents et c'est comme ça que vous verrez l'objet dans cette liste. Par exemple, je vais vous montrer un peu plus précisément. Âge, vous voyez ici, âge ici est marqué sans accent et par contre là je l'ai rentré avec un accent parce que ça causera pas de problème et c'est ça qui est affiché dans la fiche. Voilà. Donc si vous rentrez le nom mais que vous ne rentrez rien dans non affiché, il va prendre automatiquement la même chose que non dans non affiché. Donc il n'y aura pas d'accent, mais au moins ça sera fonctionnel. Voilà. Si vous voulez supprimer un élément aussi, c'est tout bête. Là par exemple je vais supprimer l'âge parce que ça n'a pas d'importance pour ce personnage. Je fais cliquer supprimer et hop, enregistrer, il me l'a retiré de la liste. Quand je fais enregistrer, il va fermer ça et il va mettre à jour la fiche. Mais prenez en considération qu'à partir du moment où vous avez fait enregistrer dans la chose précédente, dans la fenêtre précédente, le changement est déjà dans la fiche. C'est juste que ça, quand vous faites enregistrer, ça va la mettre à jour dans l'affichage. Mais c'est déjà fait, le changement est déjà fait. Si vous avez supprimé quelque chose, il est vraiment parti. Maintenant, vous allez voir aussi, je vais faire pareil maintenant dans le nom ici. Si vous changez le nom du pion, okay, et que vous enregistrez, ça va également changer le nom du pion, de l'objet pion en général, pas juste que ce qu'il y a affiché dans la fiche. Voilà. Donc ensuite, maintenant je veux copier cet élément-là, je veux copier cet élément vers une autre fiche d'un autre pion par exemple. Je fais enregistrer et il va me demander vers qui l'ajouter. À noter que cet élément sera ajouté au pion. S'il a déjà quelque chose qui s'appelle nom, il va en créer un deuxième avec nom et avec tous les éléments que vous avez rentrés pour ce pion. Donc il ne sait pas forcément que c'est un élément différent, c'est automatique. Il va le rajouter, mais par contre rien ne vous empêche de le supprimer dans la fiche de destination. Et à noter que c'est un copier, donc en fait ça va rester dans cette fiche-là, à moins que vous cliquiez également sur supprimer. Si vous cliquez sur supprimer et copier, il l'enlève de cette fiche et il la rajoute dans la fiche de l'autre. Voilà, donc ça c'est pour les modifications et ça marche à peu près pareil pour toutes les catégories qu'il y a dans la partie centrale de la fiche, sauf que certaines ont plus de paramètres que d'autres, mais globalement c'est le même principe de fonctionnement entre les boutons nouveaux, modifier en cliquant sur l'objet là ici, et donc généralement vous pouvez les copier et les supprimer également. Donc là pour l'instant je
vais faire hop, enregistrer pour mettre à jour la fiche. Et vous voyez, hop, les changements que j'ai mis là, il a retiré l'âge de la fiche également. Voilà, donc ça c'est pareil. Alors maintenant, attributs. Ça c'est une partie importante du personnage et vous voyez que par défaut il y en a 5, c'est le système de Savage World classique. Mais vous voyez que chaque attribut a également un jet de dés qui est associé. Pour faire un jet de dés, c'est tout bête. Vous cliquez ici, sur la partie bleue. Vous voyez que pareil, elle était interactive, elle avait une petite main dessus. Il vous indique ce qu'il y a dessus. Est-ce que vous voulez que le résultat du jet de trait arrêt soit public ou qu'il n'y ait que le MJ qui le reçoive, c'est-à-dire même pas vous. Et là, vous pouvez rajouter un bonus-malus. C'est là où vous rajouteriez tous les bonus-malus, c'est-à-dire ceux que vous voyez indiqués sur votre seuil de blessure, sur votre seuil de fatigue et d'encombrement, mais également des bonus circonstanciels que le MJ vous indiquerait en fonction de choses qui arrivent. Donc ça c'est classique. Là, je vais le laisser à 0 et en fait non, je vais plutôt mettre un +1. Voilà. Vous pouvez mettre juste 1 ou -1, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le plus si c'est un chiffre négatif, si c'est un chiffre positif. Vous faites OK et voici le résultat dans le chat. Vous voyez ici, donc un jet d'agilité ici qui est indiqué ici, le joueur qui l'a fait est marqué ici, ici le type de dé lancé et le bonus que j'avais inclus. Excusez-moi, vous voyez, il avait un D4 +1 et il a rajouté le +1 que j'avais ajouté au bonus circonstanciel. Le D6 entre parenthèses montre que c'est lancé avec un D Joker. Voilà. Ensuite, vous voyez le résultat sur la deuxième ligne. Il obtient ça. Le dé en rouge, c'est le dé principal, celui de l'agilité dans ce cas-là. Le dé entre parenthèses bleu, c'est le dé Joker. Et ici, c'est le bonus malus à ajouter ici. Donc vous voyez, il prend le meilleur des deux, il ajoute ce bonus ou ce malus, et ça donne le total. Voilà. Alors, ici, il a indiqué un échec, parce que le seuil de difficulté choisi pour le jet a été fait par le MJ. Ici, le MJ a ce petit tableau de bord, qui permet de lui choisir le type de difficulté. Vous voyez ici, je l'avais mis très très haut, c'est pas réaliste, il est très rare que l'on ait à faire quelque chose de quoi que ce soit qui soit à ce niveau-là, à part peut-être faire un jet de dégâts et essayer de battre la résistance du personnage. Je vais le remettre à 4. Pour faire ça, il y a plusieurs façons. Je peux faire 4 ici et appuyer sur valider, ou alors je peux simplement cliquer sur remettre à 4, et vous voyez, ça s'affiche du côté du MJ seulement. Les joueurs ne verront pas ça, que la nouvelle difficulté est égale à 4, et ici également, elle est rapportée ici. Voilà, donc ça permet de faire ça. Maintenant, je vais faire de nouveau un jet d'agilité pour le joueur. Hop, et cette fois-ci, il a réussi. Donc il a calculé 11 moins 4, ça nous fait du 7, et ça fait une relance. Une marge de 7 donne une relance. S'il avait fait un point de plus, il aurait 2 relances, donc un succès encore meilleur. Voilà. Les commentaires ici, Joker indique que c'est le D-Joker qui a eu le résultat le plus élevé. Donc vous voyez ici 4 par rapport à 2. As, ça veut dire qu'il y a eu un jet qui avait explosé. Quand ça dit juste As, ça veut dire que c'est le dé principal qui a explosé. Vous voyez, c'était un D4, il a fait un 5 dessus, donc il a fait un 4 et puis après un 1 que l'on ajoute. Quant au D-Joker, il a également explosé, c'est pour ça qu'il a marqué As Joker. Il a fait 10 ici, donc il a fait un 6 sur son D-Joker et un 4 en dessus, ça nous fait un total de 10. Donc on prend de nouveau le résultat le plus élevé, 10 plus 1 égale 11. Voilà, donc vous voyez, le total est bon. Ce chiffre-là est surligné pour montrer, et vous voyez également qu'il est interactif. Si on met la souris dessus, on peut faire quelque chose avec, et que ce soit un joueur ou le MJ, si vous cliquez là-dessus, du côté du MJ, ça va changer la difficulté, et tous les jets à venir, jusqu'à ce qu'ils changent la difficulté de nouveau, auront une difficulté de 11. Alors c'est fait montrer que du côté du MJ, car parfois le MJ peut vouloir mettre une difficulté qui n'est pas connue par les joueurs, et donc du coup en fait il peut la mettre de son côté, et dans le chat, les joueurs eux ne verront pas cette difficulté. Voilà, donc ça fonctionne à peu près tout pareil. Vous voyez ici, vous pouvez également changer la valeur des attributs, comme vous l'aviez fait comme pour général. Je clique sur attributs, et là vous avez tout d'abord une fenêtre d'édition rapide qui permet de changer rapidement la valeur de chaque dé. Vous voyez que c'est un menu déroulant, hop, il a un D8 en agilité à la place. Est-ce qu'il a un bonus-malus ici à côté? Alors ça c'est des bonus-malus permanents, donc des fois il y a des éléments particuliers, des atouts qui permettent de faire ça, ou des handicaps qui permettent de les baisser. Ça sera pris en compte tout le temps. Maintenant je veux modifier mon agilité de façon un peu plus complète. Je clique sur agilité ici, et un grand tableau arrive, similaire à ce qu'on avait pour les attributs généraux,
et vous voyez, vous pouvez éditer un peu plus en détail ici. Vous pouvez également changer le nom et le nom affiché. La formule par l'instant n'est pas utilisée par le framework, c'est juste pour un garde-place pour plus tard. Notes, vous pouvez rajouter des choses ici, hein, ça c'est juste des notes pour vous en fait, en quelque sorte. Par exemple, si vous vouliez changer votre dé à un D6 de façon temporaire, vous pourriez taper ici pourquoi vous avez passé à un D6, que la valeur par défaut c'est D4, parce que lui s'en rappellera pas. Et ici, vous pouvez cocher sur temporaire, comme ça l'attribut apparaîtra en rouge sur la fiche. Donc là je vais le faire par exemple, D6 pour drogue, D4 normalement. Voilà, maintenant je fais ça, je vais le passer à D6 et je coche sur temporaire. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Alors par rapport aux attributs, vous pouvez également changer. Des fois il arrive que pour une raison ou une autre, le dé joker associé à telle ou telle compétence ou attribut soit changé. Donc là vous pourriez le changer. Donc si le dé joker est lancé avec le pion, avec le jet de trait, ça permettra d'avoir un dé joker d'une valeur différente. Par défaut c'est toujours D6, mais il y a des univers où ça peut changer. Donc vous pouvez également faire en sorte que pour cet attribut, le dé joker ne soit pas lancé. Dans ce cas-là, vous mettez ce petit tiret, et même si le joueur est un joker, ce tiret fera que pour cet attribut-là en particulier, l'agilité, il ne lancera pas de dé joker. Voilà, ici, là, comme ça. Après, l'univers, on en a déjà parlé. Second dé joker, il y a certains univers où certains attributs, c'est très rare, et certaines compétences peuvent en fait avoir un deuxième dé joker, même si la personne n'est pas un extra, donc n'est pas un joker. Donc là, c'est là où vous pouvez changer ça. Par défaut, c'est toujours là-dessus, pour toutes les compétences et tous les traits, mais de façon exceptionnelle, vous pouvez enregistrer ça pour que, par exemple, un extra ait un dé joker secondaire, même s'il n'a pas son dé joker primaire. Le dé joker primaire est assujetti au fait que vous soyez un joker ou un extra, généralement, mais le second dé joker, une fois que vous l'avez assigné à un attribut ou une compétence, il restera là, même si le pion est un extra, et il sera lancé quand même. Donc ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Alors que si vous avez si vous donnez un dé joker ici à un extra, pour une de ses capacités, une de ses compétences ou un de ses attributs, cela va en fait être assujetti au fait que cette petite logo ici est allumé ou pas. S'il n'est pas allumé, le premier dé joker ne sera pas pris en compte, alors que le second dé joker, s'il a été, on lui a donné une valeur, sera pris en compte. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en fait c'est l'idée, ça permet en fait d'avoir plus de flexibilité. Maintenant, j'ai enregistré ça, je vais l'enregistrer, hop, voilà, et je vais l'enregistrer de nouveau. Et maintenant, si on regarde sur la fiche, vous voyez que attribut ici, l'agilité est en rouge. C'est juste un indicatif pour le MJ ou le joueur que quelque chose a été changé. Et si vous voulez, par exemple, une fois que l'effet de la drogue s'est arrêté, maintenant c'est passé à un D6 parce que je vais donner un D6. Voilà, excusez-moi, je vais le changer ici, je reviens là, la drogue arrête de faire effet, donc je vais dans la modification totale, je retire temporaire, je vais effacer ça parce que la drogue a pu faire effet, j'ai obligé de décocher quand même. Et par contre, n'oubliez pas de faire ça, parce que le MapTool, lui, n'a aucune façon de savoir quelle était la valeur par défaut, c'est à vous de le faire. Hop, j'enregistre, et j'enregistre de nouveau, et les choses vont revenir à la normale. Okay, mais c'est à vous de le faire, je le souligne bien. Ne décochez pas simplement temporaire en espérant que les choses reviennent comme elles étaient avant. Pour l'instant, ça sera peut-être changé par la suite. Il n'est pas possible au framework de se rappeler ce que vous avez fait avant. C'est juste à titre indicatif, donc prenez les précautions nécessaires. Ensuite, les compétences. Les compétences fonctionnent de façon similaire aux attributs. À la différence ici que si vous voyez, si vous mettez si vous regardez ici, vous voyez qu'en fait à peu près la même chose, et elles ont quand même quelques petits mécanismes un peu différents. C'est que alors que vous avez toujours au moins un D4 en attribut dans l'agilité, vigueur et compagnie, il est possible de ne pas avoir une compétence ou de ne pas être entraîné. C'est pour ça qu'il y a indiqué la valeur par défaut sur la fiche. Vous voyez que en fait pour toute compétence où vous n'êtes pas entraîné, il y aura toujours ce par défaut sur lequel vous pouvez cliquer pour faire un jet de compétences inconnues. Vous avez toujours votre dé de joker si vous êtes un joker, donc vous avez quand même une chance raisonnable de réussir. C'est l'avantage d'être un personnage, c'est le côté pulp ou épique de Savage Worlds. Maintenant, quand j'ai cliqué là-dessus, ça me montre toutes les compétences pour cet univers, et je peux choisir les valeurs de chacune. Vous voyez que D4-2, ça veut dire pas entraîné.
Vous pouvez quand même y ajouter un bonus, parce qu'il est possible par exemple que vous ayez un bonus pour telle ou telle chose, et dans ce cas-là, cette compétence sera plus couverte sous par défaut, elle aura son propre nom, et vous aurez un D4-2 plus ce bonus, et pareil pour le D-Joker. Donc ça peut arriver hein, que même si vous n'êtes pas entraîné, vous avez des talents qui vous donnent un bonus à telle ou telle compétence. Donc ça c'est pris en compte. Donc ici vous pouvez ajuster toutes les compétences de votre personnage. Si vous voulez ajouter une compétence, ajouter une compétence, vous faites sur nouveau et ça va vous montrer l'interface pour ça. Si vous voulez modifier une compétence plus en détail, là vous voyez que vous pouvez changer le D-Joker associé à cette compétence et donner un D second D-Joker à cette compétence, la rendre temporaire si vous voulez faire des changements dessus. Vous pouvez aussi également changer l'attribut associé à cette compétence. Par défaut, là par exemple le combat va avec agilité, mais vous pouvez faire ça. Et c'est par rapport au jeu, c'est purement à type indicatif, mais ça peut être utile pour d'autres choses, pour consulter les informations sur cette compétence. Voilà. Donc je fais enregistrer ici, enregistrer de nouveau, et voilà. Alors, quand vous mettez la souris sur une des compétences, ça vous montre également les 3 premières lettres de l'attribut desquelles elle décombe. L'intérêt de ça, c'est que des fois, vous avez des effets qui vous disent vous avez +1 à toutes vos compétences d'agilité. Et bien là, vous pouvez regarder lesquelles ce sont, en mettant simplement la souris dessus. Les jets de compétences, ça fonctionne exactement comme les jets d'attributs. Je ne vais pas revenir dessus. Les langues. Vous pouvez apprendre des langues. Alors là, c'est des langues que j'ai rentrées par défaut dans cet univers. Vous pouvez en ajouter de nouvelles. Ou alors vous pouvez simplement cocher celles que vous voulez apprendre. Et vous faites enregistrer. Et hop, ça parle. Ça indique les langues que vous connaissez. Dans certains univers, les langues ne sont pas attribuées comme simplement je les connais ou je les connais pas. C'est un jet une connaissance, une compétence quelconque. Dans ce cas-là, vous pouvez aller dans compétences, faire nouveau et créer cette compétence de langue. C'est très flexible à ce niveau-là. Attributs dérivés. Les attributs dérivés sont un petit peu différents. Un attribut dérivé peut être regroupé de 2 types de choses. Soit un attribut qui est égal à une valeur numérique, ou même à du texte, soit un attribut qui est un jet de dés. Et on les reconnaît, on voit la différence. Ceux qui sont juste des valeurs numériques ou des valeurs de texte sont tout en noir, alors que ceux qui ont un jet, vous voyez, ils ont souligné avec une formule à côté. Et donc, ils fonctionnent un petit peu différemment. Alors que ici, vous pouvez cliquer pour faire par exemple un jet de course. C'est pareil, ça fonctionne pareil, et le résultat va s'indiquer ici. Ces jets ne sont pas explosifs par défaut. Contrairement au jet de trait, c'est 6 plus 1 des 6 et c'est tout. Vous pouvez également, quand vous modifiez l'objet, utiliser toutes les formules de MapTool. Si par exemple je veux rendre mon jet de course explosif, au lieu de 1 des 6 ici, je fais 1 des 6 E. Ça c'est une convention dans MapTool. Et vous voyez que ici, il est indiqué que c'est un jet. Si je décochais ici, et que j'enregistrais, le course deviendrait juste une valeur 6 plus 1 des 6 E, et je ne pourrais pas cliquer dessus. C'est comme ça que l'on peut définir si un objet est un jet ou pas. Et vous voyez que ici on peut rentrer les valeurs des autres. On peut également pareil modifier en détail. Est-ce un jet également? Vous pouvez rentrer ça. Les rendre temporaires, ça fonctionne exactement pareil. Donc je vais faire ici maintenant comme ça. Après j'enregistre. Et maintenant vous voyez que la fiche est à jour et ce jet devient un jet explosif. Alors, je ne sais pas si on aura de la chance, mais non, là, visiblement, il n'a pas encore explosé. Il faudrait qu'il fasse un 6 sur le deuxième, sur le jet pour faire ça. Mais en gros, maintenant, il est devenu un jet explosif. Donc, vous pouvez rentrer tout un tas de formules supportées par MapTool ou garder les choses simples ici. Voilà, donc, une valeur intéressante aussi, c'est que pour les attributs dérivés qui ne sont pas des jets, si vous cliquez dessus, que ce soit le MJ ou les joueurs, ce qui va se passer, c'est que du côté du MJ, cette valeur va devenir un seuil de difficulté pour les jets à venir. Donc ça peut être une utilité si vous avez par exemple une résistance virtuelle pour un univers cyberpunk, vous pouvez rajouter la résistance virtuelle ici, lui donner une valeur numérique et quand il clique dessus, ça va donner une nouvelle difficulté. Donc ça permet assez rapidement de changer la difficulté pour le prochain jet. Donc juste avant de faire un jet de piratage sur quelqu'un, vous demandez à la personne de cliquer sur sa fiche en lui disant clique sur ta résistance virtuelle ici, et du coup ça change le seuil de difficulté et la prochaine personne qui va faire le piratage fait le jet et hop ça calculera automatiquement en compte le nombre de relances basé sur cette nouvelle difficulté. Voilà.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc attribut dérivé peut fonctionner de deux façons. Quoi qu'il arrive, ces jets ici ne sont pas des jets de traits. Si vous voulez que ce soit des jets de traits donc qui utilisent le dJoker et qui soient automatiquement explosifs, il faut les mettre dans compétences ou dans attributs. Voilà. Handicap, atout et pouvoir fonctionnent un peu de façon similaire. Handicap. Handicap, quand je clique dessus, là ce personnage n'a pas d'handicap pour l'instant. Vous voyez qu'il y a deux catégories. Par défaut, là il n'en a pas. Je peux soit faire nouveau et rentrer un handicap de bout en bout, choisissant quel type de handicap c'est par exemple, à savoir que comme tout ici, toute modification directement sur la fiche n'affecte que ce personnage. Ça ne va pas affecter le catalogue disponible dans l'univers. Ça, il n'y a que le MJ qui peut faire ça à travers une macro différente. Par contre, ici, vous pouvez accéder au catalogue de cet univers en cliquant ici, et vous voyez, il va vous montrer pour cet univers tous les handicaps majeurs et mineurs que vous pouvez voir. Donc vous voyez ici en plus, en infobulle, il va montrer sur chacune une description rapide de ce que ce handicap vaut. Alors, on va faire ça, on va faire Cupid par exemple. Un personnage classique débutant aura probablement un handicap majeur et deux mineurs. Et je vais pas prendre Cupid parce que j'ai déjà pris en majeur, et généralement vous prenez soit la forme majeure soit la forme mineure d'un handicap, et donc on va faire Emosh. Enregistrer. Voilà, maintenant il me les a mis ici. Je pourrais, maintenant que je les ai ajoutés ici, si je veux, je peux me les modifier en cliquant sur leur nom. Ok, là j'ai rien changé. Voilà, et maintenant je suis content, j'ai toutes mes valeurs, je fais enregistrer et hop. Alors vous voyez, il montre avec un M majuscule, ça veut dire en majeur, M minuscule, mineur. Et vous voyez pareil, infobulle, vous pouvez voir la description en cours de jeu, comme ça si vous rappelez pas ce que ça fait, ça vous l'indique ici. Atout fonctionne exactement pareil. Là j'ai pas d'atout, je vais en rajouter quelques-uns. On va faire esquive, coriace, j'enregistre, il me les a là. Pareil, je peux cliquer sur chacun pour les modifier si je veux, mais je suis content de ce que j'ai, donc je le garde ici, et maintenant c'est sur la fiche. Et maintenant, vous voyez, infobulle, ça vous dit ce que ça fait en cours de jeu. Tous ces bonus, malus, modificateurs, ne sont pas pris en compte par le framework. C'est à vous de les rajouter quand vous faites vos jets, ce genre de choses, et c'est pour ça qu'il y a des rappels pour que vous vous en rappeliez. Ça sera à vous de les rentrer manuellement. Par exemple là, il est coriace. Donc si je voulais l'indiquer dans ma résistance, la résistance, on va passer plus en détail tout à l'heure, mais est indiquée ici, il faudra que je rajoute ces plus 2 en résistance à cet endroit-là, et on le fera ça tout à l'heure. Esquive, -1 aux attaques à distance contre le personnage, c'est pareil, il faudra qu'il dise au MJ quand quelqu'un l'attaque, si Mac attaque à distance, -1 à son jet d'attaque, c'est à vous de le faire, comme vous le feriez autour d'une table, c'est pareil, c'est pas automatique. Pouvoir, ça c'est pour tout ce qui est pouvoir magique, psionique et choses étranges, super pouvoir si c'est un monde de super-héros, et bien là, c'est pareil. Voici la description des pouvoirs qu'il y a par défaut dans le jeu Savage Worlds, et ici, je vais en rajouter quelques-uns, on va dire que ce personnage est magicien, et hop, et maintenant, vous voyez que j'ai pareil, j'ai en infobulle la description, chacun, et je fais enregistrer. Alors, pouvoir est un petit peu différent du point de vue de l'interface. Vous voyez que ici, comme les pouvoirs sont décrits par un peu plus de choses que les atouts et les handicaps, c'est reporté ici. Le coup en point de pouvoir, la portée, T c'est pour toucher, durée, 10 mètres, et après, entre parenthèses, c'est le nombre de points de pouvoir à dépenser par intervalle de temps de durée supplémentaire. Donc ce pouvoir coûterait 1 point de pouvoir pour le démarrer, et après il durerait 10 minutes, et si vous voulez le durer une dizaine de minutes supplémentaires, ça coûterait 1 point de pouvoir à chaque fois. Et après les effets. Ils ont également, pour savoir quand un pouvoir est actif, j'ai rajouté cette petite fonction. Si vous cliquez sur un pouvoir donné, vous voyez que hop, il permute ici pouvoir actif. Et je le désactive ici. Vous voyez, c'est assez facile. Alors ça ne va pas compter automatiquement les points de pouvoir, c'est à vous de le faire manuellement. Mais par contre ça vous indique que le pouvoir est actif à cet endroit là, et pendant un combat, si vous activez pendant votre tour un pouvoir, au tour suivant dans le chat va apparaître quelque chose au moment où ça va être votre initiative, il va y avoir votre nom, les états que vous avez comme on va voir tout à l'heure, et également un indicatif vous disant que ce pouvoir a été actif pendant 1 round, ou 2 rounds, ou 3 rounds. Donc ce sera à vous après de faire votre cuisine pour calculer vos points de pouvoir et ce genre de choses, ou le désactiver par exemple. Voilà, donc là je vais le désactiver pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est fait. Maintenant on arrive à état. Je clique là-dessus,
Et là, vous avez un peu un récapitulatif de tous les états. Je redimensionne pour qu'elle soit suffisamment longue. Et c'est un peu tous les états qui peuvent activer un pion. Alors là, je vais par exemple rendre le pion aveugle et le mettre en hémorragie. Je coche ce que je veux. Si y en avait décoché, je pourrais les décocher tout pareil. Si vous voulez, vous avez plusieurs qui sont cochés et vous voulez tous les désactiver en même temps, vous cochez tout désactiver. Et après, vous faites enregistrer. Et vous voyez que ici, hein, vous pouvez voir les pions, les états qui sont activés pour ce pion. Vous pouvez également le voir, je zoome un peu, sur le pion, ici. Voilà. Donc c'est juste purement à titre indicatif. Pareil, ces états ne changent pas vraiment grand chose en termes de jeu. C'est plutôt pour des rappels pour indiquer que tel ou tel pion subit telle ou telle condition particulière. Et vous allez voir que dans ces états, juste pour les passer un petit peu en revue, ceci c'est juste un compteur de temps qui indique, si vous voulez dire, par exemple, cocher tel ou tel état parce que quelque chose va durer 2 rounds, ou c'est le premier round de quelque chose, et après au round suivant, décoche 1, coche 2, et ainsi de suite. Voilà. Après ça sont les états de conditions physiques, généralement ou mentales, hein, sourd, mort, KO, aveugle et hémorragie. Là, si vous avez un membre qui est blessé, par exemple, ou cassé, vous pouvez mettre un indicatif là-dessus. Des fois, certaines manœuvres de combat peuvent donner un bonus de parade, ou malus de parade à plus 2 ou moins 2, vous les cochez là comme rappel. Pareil là, un personnage est à couvert, est-ce qu'il a choisi défense pendant ce round-ci, est-ce qu'il a choisi défense totale, est-ce qu'il est en mouvement, est-ce qu'il est à cheval, accroupi, au sol ou en vol. Donc ça, tout ça c'est purement à titre indicatif. Donc là je vais rien changer, je vais tout désactiver, et vous allez voir je fais ça, hop, voilà, tous les états sont désactivés pour ce pion. Donc on a ça. Ça passe tout ça en revue. Alors, vous voyez, c'est à peu près le même principe partout. Hein. La seule chose en fait qui est un peu différente, c'est les attributs dérivés. Où vous avez ça, il y a 2 types d'attributs dérivés, ceux que l'on lance et ceux que l'on lance pas. Et si vous cochez sur un que l'on lance pas, ça permet de changer le seuil de difficulté. Maintenant, nous allons parler de cette zone-là. Cette zone-là, en fait, et c'est expliqué dans une infobulle sur chacune, ce sont des attributs dérivés spéciaux. La parade est en fait basé sur la compétence de combat d'un personnage. C'est une formule, hein, la moitié du dé de combat plus 2, ça vous donne votre parade. Et par exemple là, le personnage a 4, un des 4 en combat, hein, et vous voyez c'est pour ça que ça fait D4 divisé par 2, ça fait 2, plus 2, 4, c'est sa valeur par défaut. Ici, c'est un bonus-malus flexible, vous pouvez cliquer sur les plus et les moins, et vous voyez qu'ici ça donne un bonus-malus qui s'applique à ce 4 pour le total qui est entre parenthèses. Et si vous cochez dessus, ça devient la nouvelle difficulté pour un jet. Donc par exemple, si quelqu'un veut frapper une autre personne, plutôt que de taper la difficulté manuellement ou de calculer manuellement, en fait, la cible peut juste cliquer sur son parade là, et hop, ça va changer de difficulté. L'attaquant fait son jet d'attaque et ça prendra cette valeur comme difficulté pour le jet et calculer les relances automatiquement. La résistance c'est pareil, ça fonctionne un peu pareil que parade, sauf que c'est basé sur la vigueur du personnage, la moitié de la vigueur plus 2. Donc voilà, ça fonctionne pareil, et pareil, on peut y rajouter des bonus. Alors là par exemple, pour ce pion là est coriace, résistance plus 2, donc là vous voyez, j'ai mis un plus 2 pour indiquer ça, et donc du coup, sa résistance est égale à 6. Si je clique là-dessus, vous allez voir, nouvelle difficulté pour les G6. Ça c'est que quand quelqu'un lui fait des dégâts, avant de lancer les dégâts, le MJ dit clique sur ta résistance, ça met ça, et quand l'attaquant lance ses dégâts, ça va calculer automatiquement le nombre de blessures basé là-dessus. Voilà. PP, ça c'est tout bête, ça fonctionne un petit peu différemment des autres, c'est juste un compteur, vous cliquez là-dessus, c'est le nombre de points de pouvoir, et là vous voyez, je peux soit taper le nouveau point de pouvoir dans le nouveau champ, hein, je viens de dépenser 2 points de pouvoir, je mets 13, ou alors je fais moins 2, et ça va calculer automatiquement 13, hein, 15 moins 2. Ou alors, moins 1 des 6, ça tient en compte les formules de dés, et si je fais 15 moins 1 des 6, il va lancer le D6 avant de retirer de ça. Et hop, vous voyez là, il a fait 4 sur le D6, et il se retrouve avec 11 en pouvoir. Voilà. Donc voilà. Donc ça, ce sont deux méthodes qui sont partiellement automatisées, c'est-à-dire que si vous changez votre dé de combat, hein, si je mets un D6 par exemple ici, ah non, c'est pas comme ça qu'on change. On clique sur l'attribut, je vais donner, non, excusez-moi, c'est la compétence. Je vais donner un combat. Je vais lui donner à la place un D8, et vous allez voir normalement, ça devrait automatiquement passer sa parade à 6 de base plus 2. Bonus temporaire que j'avais donné, mais là normalement il est à 0, et hop, vous voyez, à 6. Sa parade est passée à 6 parce que son combat a augmenté. Pareil, si vous augmentez la vigueur, ça va augmenter la résistance. Le MJ, grâce à ces panneaux-là,
ce panneau ici, peut changer l'attribut relié avec la parade ou la résistance. Hein, si par exemple il a quelque chose de particulier, c'est un personnage, je sais pas, psionique, et du coup sa résistance dépend de son esprit, de son âme, au lieu de sa vigueur, eh bien on pourrait faire ça ici. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette zone-là, mais vous voyez, on peut faire beaucoup de choses nécessaires pour le jeu. Maintenant, on va passer à la zone ici. Quand vous cliquez sur équipement, vous voyez que ça va montrer en fait l'équipement de ce personnage. Alors l'équipement est relativement simple, ça permet de tenir compte également de l'argent. Pareil, il y a des infobules pour dire quoi faire. Si je veux refermer la zone d'équipement, je peux cliquer ici, ou alors je peux cliquer là encore de nouveau. Vous voyez, ça fait dans les deux sens. Ou alors je peux faire ci. Ça marche pareil pour ces 5 boutons ici. Exactement le même fonctionnement. Vous voyez que ici l'équipement, je peux créer un nouvel équipement de toute pièce. Hop, ça marche pareil, hein, vous voyez la même chose, pas d'accent dans non. Non affiché, c'est ça qui sera montré dans la liste. Donc là, vous pouvez mettre un accent, des accents ou des caractères spéciaux, la quantité, ce genre de choses. Le poids, l'encombrement par exemple. Et pareil, pour le poids et le prix, il vaut mieux ne mettre que des chiffres, simplement. Si vous avez des doutes sur tel ou tel objet, il y a des infobules ici aussi partout. Hein, chiffres seulement, vous voyez, c'est bien indiqué. Pour éviter de causer des problèmes, parce que le framework pourrait utiliser cette valeur pour une formule, et quand il va additionner, s'il trouve du texte, il risque d'avoir quelques petits problèmes. Voilà. Donc voilà. Donc ici c'est créé catalogue. Ça c'est le catalogue pour l'univers par défaut de Savage Worlds, et vous voyez que c'est regroupé. Vous pouvez mettre la souris sur chacun. Ah, pas d'infomule, excusez-moi. Ah si, voilà, pardon. Voici, j'avais pas cliqué dessus. Donc voilà, ça peut vous donner, s'il y a des définitions importantes, vous voyez, ça peut donner un petit peu ce que ça fait. Si vous voulez rajouter tel objet, vous faites ajouter, vous choisissez la quantité et vous faites OK, et hop, il l'a rajouté dans la liste. Voilà, donc ça c'est le catalogue. Pareil, le catalogue peut être modifié par le MJ via les macros importantes. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Et en tout cas, vous pouvez créer des objets, que ce soit le joueur ou le MJ, du moment qu'il y a des permissions de pion, il peut créer un objet au vol, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu dans le catalogue, et le rentrer là-dedans. Alors après, pour chaque pion, vous voyez que c'est pareil. Pour chaque objet du catalogue, vous pouvez voir les caractéristiques avec une infobulle ici. Vous pouvez modifier la quantité rapidement. Hein. Hop, je mets 2, 3, voilà, 4, voilà, ça fait comme ça. Vous pouvez également supprimer la ligne, hein, vous cliquez aussi dessus et c'est automatique. Pas de deuxième appel, donc faites pas ça n'importe quoi. Voilà, c'est fait. Vous pouvez également voir le poids de chaque objet ici. Et vous pouvez choisir ou non si vous allez le porter sur vous. Et c'est à ça que sert cette coche. Si vous voyez, si je décoche ça ici, hop, cet objet faisait 0, donc ça n'a pas changé le poids. Mais si par exemple je décoche l'écu, vous voyez que le poids total est à 0. Il y a des règles d'encombrement qui sont optionnelles dans Savage Worlds. Donc si vous ne voulez pas vous en embêter avec, vous cochez jamais tout ça. Hein, par défaut, tous les objets que vous allez être obligés vont pas être cochés. Si vous voulez, par exemple, prendre ça en compte, hein, là par exemple, je vais vous montrer exactement 5 écus, chacun pèse pas mal de poids. Vous voyez, ça fait un total 5 fois. En fait, c'est le poids multiplié par le nombre d'objets. Pardon, excusez-moi. Donc en fait, ça fait 12, ça fait 60. Vous voyez que là, j'ai mis 60. Et ça, comme le personnage est pas très fort, il a juste D4 en force. En fait, donc son seuil d'encombrement est de 4 x 5, 20. Vous voyez que ça lui causerait un malus de -3 à ses actions basées sur l'agilité et la force. Vous voyez, c'est fait automatiquement. Pareil, ce bonus, comme ceux des autres, là, n'est pas automatiquement ajouté au jet. C'est à vous de l'ajouter ou pas, parce qu'il y aura des circonstances où peut-être que ça ne comptera pas, ou ce genre de choses. Donc ça garde cette flexibilité-là. Mais en tout cas, vous avez un indicatif de cela. Si maintenant je décoche ça, hop, lâche tout son matériel, et on se retrouve avec rien comme malus. Maintenant, on peut supprimer les objets, ça c'est fait. Rajouter l'argent, enlever de l'argent, ça se fait ici. Vous choisissez, c'est très simpliste, hein, unité en poche, vous rajoutez ou vous enlevez, ou alors les unités en banque. Vous choisissez. Je vais annuler ici. Autre possession, là c'est free jazz, hein, vous pouvez taper ce que vous voulez. Hop. Ok. Et hop, maintenant, là vous pouvez à peu près taper n'importe quoi, c'est juste du texte. Voilà. Donc voilà, l'équipement est pris en compte. Donc ça reste assez simple, vous pouvez prendre l'encombrement si vous voulez, mais c'est pas forcé. En tout cas, ça reste assez simple, ça évite à calculer à chaque fois le total.
Voilà. Quand vous rajoutez des objets, il n'y a pas d'achat, hein, donc c'est pas prévu. Généralement, Savage Worlds ne compte pas trop de ça. Ensuite, vous avez les armes. Tableau des armes ici. Le personnage en a pas mal. Je vais élargir un petit peu pour faire tenir les choses sur une ligne. Voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà. Et donc là-bas, vous voyez, c'est pareil. Si vous mettez la souris sur tel ou tel objet, ça vous donne toutes les caractéristiques en termes de jeu de cette arme. Vous voyez ici, en haut de chaque colonne également, chaque colonne a une infobulle pour indiquer les règles associées à ça, ou si par exemple c'est modifiable. Vous voyez, hein, ça explique ici par exemple pour la portée, hein, les malus associés à chaque distance, tout ça c'est pas compté automatiquement, bonus ou malus de parade. Alors une des seules choses qui est comptée vraiment automatiquement avec telle ou telle, avec les armes, c'est que quand vous équipez une arme, voilà, là ici c'est sans armes, donc en fait si vous êtes équipé par avec une personne qui a des armes, ça baisse automatiquement le compteur de parade ici. Si vous voyez ici, je décoche et ça revient à 6. Ça, c'est pris en compte automatiquement. Mais c'est à peu près la seule chose. Pareil ici, si vous avez une arme qui demande une force supérieure à celle que vous avez, ça vous donne des malus. Et c'est expliqué dans l'infobulle ici, là, qui est dans l'entête. Ça sera indiqué en surligné. Là par exemple j'ai D4 en force, il a D6, ça veut dire qu'il y a des problèmes quand vous utilisez cette arme. Ça ne sera pas calculé automatiquement, ça sera à vous de le prendre en compte, mais c'est déjà un indicatif pour vous indiquer de ce que c'est. Vous avez également la cadence de tir ici, et c'est pareil, c'est expliqué ici, ce que chaque cadence de tir veut dire, avec un rappel aux règles. Vous avez ici les munitions. Au niveau des munitions, il y a 3 valeurs. Alors, pour tout ce qui est munitions qui n'utilise pas, enfin toute arme qui ne conduit pas de munitions, ça reste à 0, 0, 0, c'est prévu, c'est normal. Si vous avez la deuxième valeur qui est différente de 0, ça veut dire que c'est une arme qui se recharge, comme une arbalète par exemple. Alors vous voyez ici, le chiffre du milieu c'est la valeur maximale en munitions de cette arme. Une arbalète, c'est pas une arbalète à répétition, donc c'est 1. Une arme par exemple comme cette mitrailleuse laser a une batterie qui tient 200 coups. La première valeur ici, qui est cochable, c'est indiqué ce que ça fait quand vous mettez la souris dessus, c'est la valeur qui est restante, de munitions restantes dans l'arme. Si je coche dessus, vous voyez que je peux changer ça. Il ne va pas vous laisser mettre quelque chose de négatif, quelque chose de supérieur à la valeur de munitions de cette arme, mais donc en fait là ici en gros ça va être 0 ou 1 pour cette arme. Vous avez également la troisième valeur ici, c'est le nombre de munitions que vous avez sur vous pour cette arme. Donc des chargeurs supplémentaires ou ce genre de choses, ou un carquois de flèches ou de carreaux. Et là en fait vous voyez que vous pouvez rentrer librement cette valeur-là. Là il va avoir on va dire 25 carreaux sur lui, je fais OK, et cette valeur-là est remplie. Voilà. Le R ici, pour les armes qui ont justement des chargeurs et ce genre de choses, donc une valeur ici au centre supérieure à 0, si vous cliquez sur R, ça va vous permettre de recharger l'arme. Donc ici, si je clique sur R, vient recharger parce que l'arme est déjà rechargée. Là, je vais faire 0 ici. Là, du coup, cette arme-là se retrouve avec 0. C'est pour ça que c'est jaune. Elle est vide. Elle peut plus tirer. En gros, bien qu'il ne va pas vous empêcher de tirer si vous voulez, mais en tout cas, normalement, elle ne pourrait plus tirer. Je vais la recharger ici. Et quelque chose de particulier avec cette arme-là, c'est que chaque arme aussi a une durée d'action. Une arme arbalète prend une action complète à tirer. Donc généralement, on tire pendant une action, on recharge pendant la suivante, et ainsi de suite. Donc là, plutôt que de changer le nombre de munitions ici, il a rajouté l'état 1. Ça veut dire qu'il a passé un round à recharger. Maintenant, au round d'après, s'il clique sur R, de nouveau, hop, c'est défait. Et maintenant, l'arme, ici est rechargée, et il y a une cartouche qui s'est retirée des munitions de la personne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, si vous n'avez pas assez de munitions pour recharger complètement, il va prendre ça en compte. Ou alors, vous pouvez dire, je remets seulement 2 balles dans mon arme, au lieu des 6. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et pareil, vous pouvez mettre plus 2. Et il va les retirer automatiquement de ce total. Si rien ne se passe quand vous cliquez là-dessus ou que vous cliquez là-dessus, une des raisons possibles, c'est que vous n'avez pas de munitions supplémentaires pour ça. Donc quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, donc ça c'est pour cette zone qui est interactive. La deuxième zone interactive que vous avez ici, donc vous pouvez cocher cette arme pour changer le bonus ou malus de parade. Voilà, à savoir que vous pouvez par exemple avoir 2 armes cochées en même temps, il ne va pas vous empêcher, et il va ajouter
les bonus, les malus de parade de chacune des choses que vous avez cochées. Donc faites attention à ça, cochez pas tout, ça risque de causer des erreurs de calcul au niveau de la parade. Cochez simplement les armes que vous avez en main. Mais par contre, vous pourriez avoir un bouclier et une arme, et chacune pourrait affecter la parade, et les deux sont prises en compte si vous les cochez. Vous avez également cette zone-là, les dégâts, et c'est expliqué ici, le bonus de dégâts, et entre parenthèses, le bonus supplémentaire de dégâts en cas de relance lors d'une attaque. Donc ici, pour faire lancer un dégât, c'est tout bête, vous cliquez ici. C'est un petit peu différent que pour les jets de traits. Vous allez voir, les dégâts sont indiqués ici. Est-ce qu'il va vous demander si on doit prendre en compte les dégâts associés à une relance, vous cochez là, et des bonus malus circonstanciels. Par exemple, si vous faites une attaque sauvage, vous auriez un plus 2. Enfin, une attaque totale, excusez-moi, vous ajoutez plus 2. Si vous avez tiré un joker pendant votre initiative, vous auriez un plus 2 ici. Donc là, voilà, ici, je fais OK, et il m'a lancé les dégâts, et il a fait le total. Et là, par exemple, il a calculé les relances en fonction du total que j'avais ici. Parce que je n'ai pas cliqué sur la résistance de quelqu'un d'abord. Donc si la résistance de quelqu'un était de 6, il aurait fait 3 relances, ce qui veut dire 3 blessures à la personne. Des gros dégâts, de toute évidence, 19 points. Voilà. Enfin, ici vous avez également comment attaquer quelqu'un. Vous voyez qu'il y a ce petit logo de cible pour chaque arme. Par exemple là, avec arbalète, il va cocher ici, et ça me permet... Donc je peux déplacer ici. Je vais avoir besoin de la carte à cet endroit-là. Il faut que je sélectionne une cible. Je coche. Vous voyez qu'il y a un petit logo particulier qui s'affiche sur la cible et la cible apparaît ici. Je peux choisir après mes paramètres. Vous voyez qu'il a calculé automatiquement la distance de 5 cases. Une case c'est 2 mètres dans Savage Worlds. Ici vous avez un rappel des portées de votre arme. Donc avec 5 cases, vous êtes à portée courte, en dessous de 15 ici. Et c'est rapporté un peu les règles également, c'est expliqué ici. Vous avez des infobules partout. Et donc en fait là, il n'y aurait pas de malus dû à la portée. Cadence de tir, c'est un rappel de la cadence de tir de cette arme-là. Le nombre de jets, du coup la cadence de tir, ça ne permet pas de faire grand-chose. Mais si la cadence de tir, par exemple, était 3, vous pourriez choisir de faire plusieurs jets associés à cette attaque. Donc c'est ce qu'on appelle un tir en rafale. Et dans ce cas-là, selon les règles de Savage Worlds, ça va lancer automatiquement 3 attaques, mais une seule de ces attaques aura un Dead Joker. Donc généralement, c'est le jet le plus bas, aura le Dead Joker ajouté à elle si le Dead Joker est supérieur à celle-ci. Et dans ce cas-là, c'est bon. Donc après, une munition restante, c'est indiqué pour cette arme-là. C'est une arbalète, il n'en reste qu'une seule. Donc là, en fait, comme je vais faire une cadence de tir de 1, je fais munition tirée 1. Et ça sera décompté automatiquement des munitions de l'arme. Si vous oubliez de changer le chiffre ici, vous pouvez après retourner dans votre tableau d'armes à droite et changer ça à la main après. Bonus total, là en fait, on va dire qu'il n'y a rien. La portée est courte, le gars bouge pas. Je fais attaquer et hop, ça me montre les dégâts ici. Vous voyez, ici pareil, ça tient en compte la difficulté de base. Donc normalement, j'aurais dû remettre à 4 ici en cliquant là-dessus. Parce que la difficulté de base d'une attaque, normalement, c'est ça. Ou alors, si c'était une attaque au corps à corps, j'aurais cliqué sur la parade de l'ennemi. Sinon, la difficulté de base pour une attaque est toujours 4 pour une attaque à distance. Donc 4 était bon. Donc normalement, 4, il l'aurait touché ici. Dans une deuxième vidéo, nous verrons également probablement une introduction à une zone de combat, enfin une séquence de combat, pour voir en détail les différents événements pendant une séquence de combat, et on reverra cela également. Voilà, donc ça c'est pour les armes. Pareil pour les armes, vous avez le catalogue ici pour récupérer les armes. Vous pouvez les ajouter, elles sont regroupées par catégorie autant que bien faire. Alors ici c'est les armes de base de Savage Worlds, donc il y en a un peu de toutes les époques, mais le MJ pourrait changer ça pour un univers différent. Vous avez également créé, et là vous pouvez créer une arme de toute pièce. Et vous avez également supprimé arme, qui permet de cocher sur celle que vous voulez enlever. À savoir que quand vous rajoutez une arme, automatiquement, ça rajoute cette arme dans les équipements. Vous voyez, j'ai coché ces équipements, ça rajoute ici. Vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs éléments les uns en dessous des autres, je ne vous avais pas spécifié. Vous pourriez montrer également les armures. Voilà, et vous voyez qu'elles sont placées les unes en dessous des autres. Si vous voulez pas que si vous trouvez ça soit un peu brouillon, hop, hop, et voilà. Vous pouvez en montrer qu'un seul à la fois, c'est votre choix. Donc voilà. Quand vous rajoutez une arme, ça va la rajouter automatiquement, mais pas forcément équipée ici. Okay. Et pareil pour les armures. On va rajouter arme ici. Voilà. Je vais rajouter une arme ici. Par exemple, je vais ajouter un canon. Bon, c'est pas très réaliste comme équipement personnel, mais vous devriez voir après dans équipement que le canon a été automatiquement ajouté, mais pas équipé. Si maintenant je veux supprimer mon canon,
Je vais retirer équipement ici, supprimer arme, je retire canon. Il va me demander si je veux que je le retire de l'inventaire aussi, ce qui est fort probable. Voilà, voilà. Maintenant l'arme est partie, et également est partie de l'équipement. Voilà. Et donc voilà. Bon, voilà, c'est à peu près tout pour les armes. Maintenant, on va passer aux armures. Voilà. Armure, fonctionnement vraiment très similaire. Les armures sont assez simples dans Savage Worlds, à savoir que quand vous équipez une armure, cela va s'ajouter automatiquement à la résistance du personnage. Donc là, je vais cocher mon Aubert de maille, et vous allez voir que, hop, automatiquement, sa résistance a augmenté également cette valeur-là qui est à plus 2 à cause de Corias, maintenu manuellement, mais c'est la raison pour laquelle on a un plus 2 ici. Et donc maintenant, ça veut dire que si quelqu'un devait le frapper, il devrait battre un 8 au niveau des dégâts pour lui faire des blessures ou pour le sonner. Donc ici, pareil, infobule, la valeur de protection. Parfois, c'est marqué ici, quand vous avez deux valeurs, la première valeur à gauche, c'est pour toutes les armes, et la deuxième valeur, ce sont pour les balles, tout ce qui est balistique. Certaines armures protègent différemment. Annulation PA, c'est que certaines armes ont une capacité perce-armure qui en fait annule tout ou partie de l'armure quand elle frappe quelqu'un. Et bien certaines armures sont également conçues pour parer ça, et donc vous avez une annulation du perce-armure. Donc par exemple une arme-armure à AP2, si vous avez une annulation de perce-armure de 2, l'arme en question en fait n'annulerait pas du tout votre armure. Donc en fait l'armure serait prise en compte totalement. Et vous avez également le poids ici. Alors c'est pareil, vous avez un catalogue ici assez sommaire. Et vous pouvez également créer une armure de toute main. Là je vais pas prendre, je vais rajouter un Aubert de maille. Hop, je clique sur rajouter. J'en ai déjà un, c'est pas très malin. Je vais rajouter une armure en cuir, pardon. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, elle protège un petit peu moins. Par contre, vous voyez que, contrairement aux armes, vous ne pouvez cocher qu'une seule valeur à la fois. Donc, quelque chose d'important, c'est que si par exemple vous avez différents types d'armures sur différentes parties du corps, des jambières en cuir et un plastron en côte de maille ou en plaque. Dans ce cas-là, avant d'être frappé, par défaut, Savage Worlds considère qu'il frappe toujours dans le torse, par défaut. Mais quelqu'un peut viser une autre partie du corps, si elle est moins protégée, par exemple. Dans ce cas-là, ça sera à vous, si vous avez différentes valeurs d'armure à différents endroits, de cocher avant d'être frappé la bonne armure, puis de cliquer sur résistance pour que la bonne valeur de la difficulté se fasse quand il va faire son jet de dégâts. Voilà. Donc c'est une façon simple de gérer ça, mais ça permet de faire ceci. Voilà. Et pareil, quand vous rajoutez une armure, ça se rajoute dans l'équipement, pas coché par défaut, et c'est à vous de la cocher. Et quand vous supprimez l'armure, ici je vais supprimer l'Aubert de cuir surnuméraire, je vais supprimer ça de l'équipement, il m'en restera qu'un seul. Voilà. Ça. Carte d'aventure. Quelque chose d'un système sympa. Par défaut, vous n'avez pas de carte d'aventure quand vous commencez, et c'est une règle optionnelle qui n'est pas en fait pour l'instant traduite dans les règles de Savage Worlds Deluxe de la BBE, mais qui sera, je l'espère, un jour. Il est possible d'avoir des jeux de cartes autour de la table et d'en donner une ou deux à chaque aventurier au début de chaque session, et ils peuvent utiliser ça. Ça permet d'avoir un rebondissement de l'histoire, un avantage quelconque. Parfois, ça peut infléchir un petit peu l'histoire, ça force le MJ à faire de l'improv, ça peut être très sympa. Et donc, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Là, du côté du MJ, le MJ a un bouton dans le panneau campagne qui lui permet de, en fait, donner une carte d'aventure à un pion. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lui donner une carte d'aventure. Et vous voyez, hop, maintenant, quand je fais ça, hop, vous voyez, la carte d'aventure est ici. Et donc, pendant l'aventure, s'il en avait plusieurs, il les aurait côte à côte. Il peut choisir de jouer une de ces cartes pendant la session. S'il n'utilise pas ce droit pendant la session, il perd ces cartes-là et d'autres seront relancées à la session suivante. Donc c'est son choix. C'est un peu comme les jetons. Tu les utilises pas, tu les perds. Donc là, si je voulais les jouer pendant la partie, je peux cliquer sur jouer. Elle disparaîtra de ma fiche et elle va apparaître sur OMJ. Il aura un pop-up dans son chat qui va lui indiquer, voilà, tel joueur a joué telle carte. Et ça sera à lui d'interpréter ça. Il est possible également aux joueurs d'échanger des cartes. Ils ne peuvent pas les donner à un autre, mais ils peuvent les échanger à un contre un. Si je voulais les donner par exemple à un autre pion, là c'est la liste des personnages qui appartiennent à des joueurs dans cela, je choisis ça et je fais donner, mais lui il faudra qu'il fasse la même chose de l'autre côté pour me donner une carte. Il n'est pas le droit de faire un échange unilatéral, ça doit être réciproque. Et enfin, les notes, ça c'est tout bête. Notes ici, c'est simplement pour vos notes sur votre personnage. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, des choses sur l'aventure, des choses sur le personnage. Très important, avant de refermer ici,
en cliquant de nouveau sur Note ou sur ici, cliquez sur Enregistrer. Vous voyez, là j'ai effacé Test. Si je ferme Note et que je rouvre, il est de nouveau là. Les changements ne sont pris en compte que quand vous appuyez sur Enregistrer. Très important, prenez l'habitude de le faire. C'était marqué ici, mais ça vous mordra plus d'une fois au début. Donc voilà. Donc je referme ici. Ça c'est pour le bas de la fiche. Il ne nous reste plus que cette ligne-là à explorer dans cette première vidéo. Et ça, ce sont plutôt des fonctions utilitaires. AFK, Away from Keyboard, convention américaine pour le chat. Quand vous cliquez là-dessus, ça devient rouge ici. Votre pion montre AFK là-dessus. Et dans le chat, ça montre que le personnage s'absente. Je réappuie AFK, les choses reviennent à la normale et de retour. Stop. C'est un bouton pour arrêter le MJ dans son élan lyrique. Et si vous cliquez là-dessus, ça indiquera qu'un personnage a demandé au MJ de s'arrêter, peut-être parce qu'il veut agir lors d'une description d'une scène, ou ce genre de choses. Voilà, au MJ ou non de décider s'il veut s'arrêter ou pas, mais en tout cas le message arrive à tout le monde. Isolement. Isolement est un petit peu particulier. C'est que en fait, quand vous êtes sur isolement, tous les jets que vous avez faits, par défaut, que MJ sera coché. Vous pouvez quand même le changer à public si vous le voulez, mais par défaut, ça sera toujours caché. Si vous cliquez sur la carte d'initiative, vous faites ça, c'est pareil, ça sera caché également. Et tous les jets que vous allez faire, par défaut, seront cachés. Si par exemple là, je fais ici, vous voyez que ça fait que MJ par défaut. Juste là, je peux faire public ici. Vous voyez que le jet a été fait public, parce qu'il n'y a pas marqué jet secret ici. Et si vous, à la place, si je reviens dans le jet, normalement, il devrait se rappeler automatiquement du dernier mode que j'ai utilisé et être sur public, mais là, quand je suis en mode isolement, il revient à que MJ par défaut. Voilà. Et le joueur, en fait, apprend que quelqu'un s'est mis, quand quelqu'un se met en mode isolement, pareil, ça met sa fonction de base en mode secret, ce qui fait que par défaut, tous les jets qu'il va faire seront cachés au joueur. Voilà. Maintenant, je sors du mode isolement. Et voilà. Du côté du MJ, ça indique que le joueur est passé du mode isolement et il peut cliquer là-dessus pour passer de nouveau en mode public qui est vert. Donc le mode isolement est utilisé quand un joueur se sépare des autres. Par exemple, vous prenez un joueur dans la salle du fond et vous ne voulez pas que ses jets soient du tout visibles, qu'il ne fasse pas une erreur, qu'il n'ait pas à se rappeler à faire que MJ. Vous faites ça, vous lui demandez de se mettre en mode isolement et comme ça, quoi qu'il arrive par défaut, ses jets seront cachés. C'est juste pour histoire de maintenir le suspense. Mais voilà. Ça garde une certaine flexibilité car il peut quand même cliquer, changer pour chaque jet s'il veut le mettre en mode public ou pas. Voilà. Posture, ça c'est un truc rapide, c'est indiqué en fait du point de vue des règles ce que ça fait dessus. Quand vous cliquez sur posture, ça change l'état à l'état accroupi et ça en fait ça cycle à travers allongé, accroupi, debout. En fait, et bien que les malus ne soient pas comptés automatiquement par le framework, ça permet de voir en fait que tel personnage est telle ou telle position et ça lui donne une couverture moyenne ou légère selon les règles de Savage Worlds. Lumière, ça montre tous les types de lumière gérés par le jeu. Voilà. Et le MJ c'est pareil, peut modifier son framework pour en avoir certaines seulement qui sont disponibles. Et voilà, ce sont les valeurs par défaut. À savoir que donc vous avez des illuminations qui sont regroupées par illumination moderne pour les jeux avec des torches électriques ou ce genre de choses. Illumination primitive, si vous avez des objets un peu plus médiévals ou anciens. Et ces quatre valeurs sont un peu particulières, ce sont les gabarits de taille utilisés de façon courante dans le framework. Et ce sont des auras, ce ne sont pas des lumières, c'est-à-dire qu'elles n'éclairent pas autour, mais ça permet par exemple si vous avez un pion grenade d'activer, on va dire grand, le gabarit grand, là je vais le faire pour le personnage ici, et vous voyez que ça a activé cette aura qui ne donnerait pas de lumière, c'est juste une zone de couleur que tout le monde peut voir et qui indiquerait, voilà, ça c'est le rayon de ce gabarit, et toute personne prise à l'intérieur, si c'était une grenade, devrait faire un jet d'agilité pour essayer de sauter, ou se jeter sur la grenade, ou prendre des dégâts. Voilà, je reviens dessus, je fais une lumière ici, je peux aussi tout désactiver, toutes les lumières ici, et hop, enregistrer, c'est fait. Vision. Vision, ça c'est selon le type de vision fourni dans ce jeu. Pareil, c'est modifiable dans le framework au niveau du panneau de campagne, des propriétés de campagne, de choisir le type de vision. Par défaut, tous les pions auront normal. Si ce sont des PJ, ils auront aussi leur vision activée. Si ce sont des PNJ, par défaut, ils seront en vision normale, mais leur vision ne sera pas activée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne dévoileront pas le brouillard de guerre, c'est fait exprès.
Donc par contre, si vous avez le choix de passer en infravision ou en nyctalope, et dans les deux cas, en fait, infravision permet d'avoir un peu comme si vous aviez une source de lumière, mais que vous êtes le seul à voir dans un rayon de 20 ou 30, si je me rappelle bien, et nyctalope, au lieu de ne fournit pas de lumière en soi au personnage, c'est-à-dire que s'il est dans la nuit noire, il ne verra toujours rien, mais s'il y a une source de lumière, elle est amplifiée d'un facteur de 100% en quelque sorte. Donc toutes les sources de lumière ont le double de taille. Donc voilà. Donc c'est par défaut et vous pouvez changer ça au niveau du personnage. Pareil, c'est marqué MJ ici car seul le MJ, comme indiqué dans la formule, peut modifier la vision du personnage. Généralement, il fait ça au début à la création du pion parce que tel ou tel pion a tel ou tel type de vision. Ces visions, qu'elles soient nyctalope ou infravision, sont conçues de façon que si il fait jour sur la carte, et ben en fait il se comportera comme n'importe quel personnage de jour. S'il fait nuit sur la carte, c'est là où en fait ces visions particulières seront prises en compte. Et enfin, aide de jeu, très utile pour les joueurs pendant le combat. Ça vous ouvre une fenêtre ici qui est très sympa, qui en fait vous donne les options de combat possible pendant le joueur avec les bonus et les malus qui vont bien avec. Et vous avez également des petites aides, ce qu'on appelle le guide de survie des Savage Worlds. Si vous avez du mal à toucher un adversaire, votre équipe est plus nombreuse, alors essayez d'attaquer à plusieurs. Si vous avez des problèmes pour blesser un adversaire mais pas pour le toucher, il y en a qui sont plus coriaces que d'autres, et ben vous avez des suggestions là aussi. Et donc là vous pouvez cliquer ici. C'est quelque chose que je recommande d'ouvrir au début de la partie, puis peut-être de la docker, peut-être par exemple ici. Vous voyez, et voilà, maintenant j'ai ma petite aide de jeu, voilà, ou alors vous la mettez ici, puis vous pouvez la dérouler comme ça, et vous passez de l'un à l'autre, ou alors vous la fermez, voilà. Donc voilà pour l'aide de jeu. Voilà, ceci conclut un peu la fonctionnalité de la fiche de personnage. Nous allons juste faire quelques minutes supplémentaires sur un autre point, qui est en fait le panneau de campagne. Pour les joueurs, et on parlera que de ça dans cette vidéo, seule la première ligne du panneau de campagne, ici, est nécessaire. Donc vous pouvez planquer le reste, parce que le reste, de toute façon, est désactivé. Les joueurs, s'ils cliquent dessus, rien ne va se passer. Donc voilà, pour les joueurs, vous pouvez simplement montrer ici. On a déjà vu comment ouvrir une fiche. Okay. Alors du point de vue des joueurs, les joueurs ne voient pas le tableau de bord comme ça. Par contre, ils vont pouvoir faire, en cliquant ici, là je l'avais déjà docké, et je la dock généralement en dessous du chat, le murmure. Ça montre les joueurs qui sont connectés, là je suis tout seul, mais si vous rafraîchissez la liste, que d'autres joueurs se connectent, ça va vous montrer la liste. Vous cochez les personnes à qui vous envoyez le murmure, vous tapez votre texte ici, vous cliquez envoyer à, et ça va partir vers ces gens-là. Entre parenthèses ici, vous pouvez voir si ces joueurs ont un pion dans ce framework qui est qui leur appartient. Vous pouvez voir le nom du pion. Donc ça permet de savoir qui joue qui au début d'une partie. C'est pas toujours évident de se rappeler. Ça sera marqué là. Généralement, la personne qui n'a aucune permission, généralement pour la partie, c'est le MJ. Ensuite, vous avez également hors-jeu. C'est pareil, je l'ai docké ici. Hors-jeu, c'est tout bête. Comme indiqué ici dans la tête, vous tapez du texte. Voilà, et après vous appuyez sur la touche entrée du clavier et ça va montrer en convention hors jeu, c'est-à-dire en rouge et entre parenthèses, double parenthèse, que vous avez du texte. Donc ça permet de taper du texte qui n'est pas forcément nécessaire que le MJ lise. Jet, c'est une interface séparée qui permet d'envoyer un jet, n'importe quel jet, en utilisant, vous avez une infobulle ici, les conventions de MapTool. Ça c'est tous les types de jets supportés par MapTool pour l'instant, avec des exemples. Voilà, là je vais faire 2 et 12, ou alors vous pouvez regarder, les jets sont mémorisés au fur et à mesure quand ils sont lancés, et là par exemple je vais lancer 3 des 6, si vous choisissez quelque chose ici, 3 des 6 ça va lancer ça. Si vous laissez entrée manuelle ici, vous pouvez taper un nouveau chiffre qui sera ensuite rentré dans la liste. Et après vous pouvez faire que moi, que MJ, là vous voyez c'est un peu plus flexible, il est possible de langer qu'un jet qu'à soi, voilà, et ça vous montre le résultat ici, et à qui il a été lancé aussi, important. Ensuite vous avez boîte à dés, ça c'est une boîte à dés de type Savage Worlds avec des fonctions particulières. Alors généralement il y a des infobulles un peu partout, mais par exemple là je veux lancer un dé 4, je veux lancer un dé joker, mais je peux aussi changer le dé joker ici en cliquant là. Est-ce que le jet va au MJ seulement, voilà, et vous pouvez changer le seuil pour qu'il calcule les relances, vous pouvez ajouter un modificateur, vous pouvez également lancer, ici taper le type de jet, on va faire agilité. Hop, agilité, et vous
pouvez également enregistrer ce jet une fois qu'il a été fait, et vous pouvez faire lancer, et ça lance ce jet de dés avec le même format. Vous voyez que comme je l'ai fait en tant que MJ, il est marqué résultat secret. Si j'étais un joueur, il montrerait résultat secret, mais il ne montrerait rien ici. Et ça, c'est pour le joueur qui l'aurait lancé. Si j'étais un des autres joueurs que celui qui a lancé, rien ne serait affiché dans le chat. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez effacer pour remettre à 0. Vous pouvez également ici taper 3d6, hop, c'est lancé. Pour pouvoir lancer quelque chose ici, il faut s'assurer que vous ayez effacé d'abord pour être sûr de rien avoir dans ces paramètres-là. Et bien sûr, vous pouvez faire 2d6 plus 2d8, ce genre de choses. Chacun, comme toujours dans Savage World, ce sont des dés explosifs, pas toujours. Et le joker s'applique par défaut, mais vous pouvez le décocher ici. Et donc il faut effacer pour être capable de faire un jet. D'abord effacer, après faire un jet ici pour pouvoir taper n'importe quoi. Ensuite également, vous pouvez charger ici. Vous voyez que tout à l'heure j'ai enregistré mon jet. Ça permet aussi de faire cela également. Bon, c'est généralement vous allez faire ça plutôt à travers la fiche, mais c'est pour quelque raison que vous voulez faire quelque chose de rapide. Le MJ peut faire quelque chose de rapide, ça lui permet de faire ça. Voilà. Et nous avons la boîte à dés et le système d'indices, qui est un système d'indices conçu pour générique, qui marche pour tous les systèmes à peu près, que l'on retrouve dans mon framework générique, qui permet en fait de créer des indices qui peuvent être envoyés à certains joueurs. L'interface en est assez intuitive, sachant que ici c'est l'interface MJ, les joueurs eux ne peuvent pas créer d'indices, mais le MJ lui peut prendre un indice, assigner les permissions à qui il va les envoyer. Voilà. Cet indice peut être composé de texte qui est au format HTML, donc il peut composer un format HTML s'il le veut, un titre, un résumé, le contenu, et il peut également importer des images à partir de pions. Donc par exemple je vais prendre un portrait, il me montre les différents pions ici, et par exemple cette image là, le portrait, sera indiqué dans l'indice, et il peut également choisir parmi 2 ou 3 fonds. Pour prévisualiser cet indice, voilà, je clique sur visualisation et le MJ peut voir ça. Quand le MJ donne des permissions d'un nouvel indice à plusieurs joueurs qui sont connectés, ils vont recevoir un pop-up, cet indice sur leur écran. Ils vont également recevoir un lien dans le chat pour accéder à ça. Et si un joueur clique sur indice au lieu de MJ, eh bien en fait il va voir la liste des indices pour lesquels il a des permissions. Enfin, exposé vue, c'est un petite macro pour corriger une lacune dans MapTool. Quand vous êtes en mode nuit, là c'est pas le cas, mais quand vous êtes en mode nuit et que vous bougez un pion, normalement il va rafraîchir automatiquement votre brouillard de guerre en fonction de l'éclairage que vous avez, de votre type de vision, des obstacles autour de vous et ce genre de choses. Ça, il faut voir dans mon tutoriel pour MapTool pour comprendre ce que je viens de dire, si ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, quand vous faites une rotation de vos pions au lieu de le bouger, MapTool ne considère pas que c'est un mouvement. Vous pouvez cliquer sur votre pion, faire exposer vue, et ça va automatiquement rafraîchir le brouillard de guerre, même si vous n'avez pas vraiment bougé votre pion, vous avez juste fait une rotation du pion ici en utilisant les raccourcis de MapTool. Pareil, voir mon tutoriel pour savoir comment faire une rotation de votre pion. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Cela couvre à peu près toute la fiche et les fonctions pour les joueurs, plus quelques indices pour les MJ. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les fonctions spécifiques aux MJ, que ce soit dans la fiche ou dans le panneau campagne. Et dans une dernière vidéo, nous passerons par une séance complète de combat qui va indiquer comment gérer l'initiative et le combat en général, la séquence de choses à faire pour faire attaquer quelqu'un et pour faire des dégâts lors d'une troisième vidéo qui sera utile pour les joueurs comme pour les MJ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à apprendre à utiliser ce framework et j'espère que vous serez nombreux à l'utiliser. N'hésitez pas à me contacter sur les forums JDR virtuels sous mon pseudo est Bouga si vous avez des questions ou si vous avez du feedback ou des idées pour améliorer ce framework. Voilà, bonne journée et à bientôt.